Bonjour à tous. Donc, on va vous parler de designer, développeur, donc comment on va communiquer ensemble et comment on va pouvoir créer des interfaces et des choses un peu différentes. Donc, voici Cécile. Du coup, moi, je suis designeuse et agiliste. Et Florent. Donc, moi, je suis développeur web, principalement JS. Je fais pas mal de frameworks, React, Angular, Vue, ou même du Vanilla. Et on fait tous les deux partie d'une société de services qui s'appelle Zenica. Et on a un problème, c'est que tous les sites se ressemblent. Donc là, par exemple, on a une illustration de 3 sites. Un site d'actualité, SFR Actualité, un site qui vend des voiles et un site qui vend des voyages en Australie. Et ces 3 sites se ressemblent. Ils utilisent les mêmes principes, enfin, les mêmes choses, les mêmes composants, le même select, le même système de tabulation. Bref, les sites se ressemblent. Donc c'est un problème qu'on avait. Et pourquoi tous les sites se ressemblent? Parce qu'en début de projet, toujours, on a tendance à utiliser une bibliothèque de composants qui existe déjà. Typiquement, Material, dans l'exemple de ces 3 sites. Et c'est tout. Et du coup, on arrive à des sites qui se ressemblent. Donc on va se poser la question dans les 45 minutes à venir de comment on va faire différent. Et pour ça, il nous faut un sujet. Alors il se trouve que j'ai envie de faire un aquarium. Donc le voici, c'est mon aquarium. J'ai fait l'aquascape, j'ai mis les plantes, les pierres, la décoration. Mais qu'est-ce que je mets comme poisson dedans? Et en fait, il s'avère que c'est super compliqué, parce qu'il y a des poissons qui mangent d'autres poissons, des poissons qui n'aiment pas les mêmes températures. Bref, pour moi, c'était plus simple de faire une application. Et donc l'application qu'on va utiliser durant ce talk, c'est Aquacompose. Donc comment on va composer des poissons dans un aquarium. Donc, des poissons, je suis développeur. Easy. Voici l'application. Donc j'ai utilisé Material Design. Donc, comment ça marche? Je vais pouvoir rentrer un litrage ici. Donc j'ai un aquarium de 80 litres. Pour l'instant, il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas trop d'informations à afficher. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, un axolote que Jordan aime tant. Ici. Donc je vais sélectionner mon poisson. Donc là, je vois que mon poisson, il occupe 75% de l'aquarium. Donc je peux en mettre qu'un, je ne peux pas en mettre 2, des axolotes. Que mon aquarium, il a besoin de température entre 16 et 22 degrés, qu'un pH, il doit être compris entre 7,5 et 9, et la dureté de l'eau entre 10 et 30 degrés. Je peux en ajouter un deuxième. Là, je peux ajouter plus que 74 poissons qui seront compatibles avec mon axolote. Donc je peux ajouter une crevette, par exemple. Hop. Et voilà, donc je suis passé à 78%. La température, elle est un peu plus restreinte. Donc mon aquarium, il doit être entre 20 et 22 degrés. Pas plus chaud, pas plus froid. Et donc voilà. Donc là, c'est fait. Et quand je fais ça, en général, bon là, je suis le client, mais imaginons que j'ai un client. Le client, il me répond ça, en général, quand je fais la première version du site. Il me fait bien que répondant à nos exigences initiales, l'application ne répond pas à nos attentes en termes de design. Donc c'est-à-dire que fonctionnellement, j'ai fait ce que le client demandait, mais mon interface, elle est un peu pourrie. Et ça, vraiment, tous mes clients, ça n'a pas raté, à chaque fois, ils m'ont dit ça. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que dans la tête du client, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un designer au projet. Donc on va passer d'un projet moche, on va ajouter un designer. À la fin de l'intervention du designer, le projet il sera joli. Et voilà. Donc, Cécile, à toi de jouer. Du coup, moi, je suis designeuse. Je travaille dans mon coin. Je reçois du coup un brief de ce fameux client qui me dit « je souhaite un effet waouh ». Donc, il me fait quelques specs. Je travaille. Je fais 42 allers-retours avec lui, ce qui est beaucoup. Et je finis par, du coup, on finit par être d'accord et je livre, du coup, mon magnifique PSD avec un super mail très personnel au développeur pour qu'il intègre ma maquette. Et là, premier problème, je vois que c'est un point PSD et moi, je n'ai pas Photoshop. Donc là, premier mur. J'arrive pas à travailler avec toi, Cécile. Donc est-ce que tu peux m'envoyer autre chose? Du coup, moi, je vais t'envoyer un JPEG. Ah, alors effectivement, c'est différent. Sauf que là, moi je suis développeur web, je vois ça. Donc les images que j'avais avant des poissons, il y a un fond, donc elles ne sont pas du tout détourées.
Je me vois mal rentrer en dur chaque poisson avec chaque image bien détourée. En plus, ce que j'identifie comme card de poisson, c'est un peu compliqué, c'est un peu aléatoire tout ça. Donc, clairement, là, Cécile, ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire en web. Et voilà. Donc la triste réalité, c'est quand on ajoute un designer en cours de projet, bah, on se bat avec le designer. Donc je me bats avec Cécile. Et donc ça marche pas comme ça. On peut pas faire comme ça. Ça passe pas de moche à joli d'un coup comme ça. Ça se fait pas de manière abrupte. En tout cas, ça fonctionne pas. Du coup, est-ce que comme on ferait pas comme ce banc de Barracuda, on travaillait ensemble et développeur designer, on va travailler ensemble pour proposer quelque chose de différent et en essayant de faire quelque chose de joli. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer le designer, Cécile, dès le début du projet, tout en, moi je vais toujours produire ma V1, toujours utiliser mon matériel design dans ma première version, ça ne pose aucun problème. Et en parallèle, Cécile va pouvoir travailler. Du coup, moi, première chose que je vais faire, c'est identifier les besoins des utilisateurs en allant les voir. Je vais faire de la recherche. Alors, c'est quelque chose qu'il faut réussir à vendre aux clients, prouvant, on va dire par l'exemple, la valeur qu'on peut ajouter. Donc, par exemple, je vais aller voir Florent chez lui pour voir comment il cherche ses poissons, qu'est-ce qu'il a besoin comme information. Ça me permet, du coup, on va pouvoir identifier un parcours. Un parcours d'un point A à un point B. Donc, depuis, j'installe mon aquarium à j'ai mes poissons heureux dedans, avec les différentes étapes, et du coup, prioriser ensemble avec notamment, par exemple, un PO, quels sont les moments, vraiment les étapes clés qui sont indispensables pour partir en prod. Donc, c'est ce qui est en bleu. Alors, on a beaucoup d'étapes sur mon flow, mais il n'y a vraiment que quelques-unes sur lesquelles on va se focaliser dans un premier temps. Du coup... Et du coup, bah, nous, pendant que Cécile bosse, on peut continuer à bosser. On ne va pas rien faire. Du coup, on va continuer à livrer de la valeur métier. Et on va continuer à utiliser la bibliothèque de composants qu'on a utilisée en début de projet, donc là en l'occurrence matériel. Je vais continuer à l'utiliser et je vais continuer à livrer des nouvelles features. Ça pose aucun souci. Faut laisser le temps au designer de produire. Donc, le projet avance. On a le temps de résorber la dette technique aussi. Donc, on va réduire la taille et la responsabilité de nos composants. Donc, je pars du principe qu'on a un framework JS orienté composants. Donc on va découper nos composants, voir où sont les points de factorisation. Et du coup, le projet avance. Et dans mon architecture de dossier, j'ai un petit dossier common qui est apparu, parce qu'il y a des composants communs transverses à l'application. Du coup, à partir de mes étapes identifiées, on va commencer du coup, à co-créer ensemble des wireframes papier en se mettant côte à côte pour vraiment valider ce qui est faisable ou pas techniquement, l'organisation globale de nos pages, différentes étapes, à la fois en mobile et en version desktop, parce que c'est important le responsive. Et comme on est vraiment côte à côte, on est vraiment aligné sur le résultat voulu. Donc ça, je vais pouvoir donner ça à Florent, et il est au courant de pourquoi on fait les choses. Puis en plus, c'est simple, j'ai pas besoin de plus d'informations. Je sais que j'utilise matériel. Donc les éléments, on a juste à les positionner et comment on les positionne. C'est vraiment un travail de flow. Et du coup, les wireframes sont faits. Moi, j'ai des papiers, ça va, je peux organiser mes composants. Donc il y a une V2 qui sort. Et là, la V2, elle a un flow différent. Premier écran. Donc je peux choisir la capacité de mon aquarium. C'est important parce que c'est la première chose qu'on rentre pour s'adapter à l'utilisateur. Donc là, je vais pouvoir rentrer un aquarium de 120 litres. Et le deuxième écran arrive. Donc c'est vraiment le premier écran que vous avez vu tout à l'heure, mais orienté différemment. J'ai pu intégrer quelques images que Cécile a fait. Je vais pouvoir ajouter un poisson. Donc là, on voit qu'un aquarium de 120 litres, j'ai toujours pas de poisson rouge. Pour information, les poissons rouges, ça nécessite un aquarium de 200 litres minimum. C'est pas un bocal, sinon ils souffrent, c'est de la torture. Donc je vais pouvoir ajouter un axolote ou un nigro, par exemple. Dans mon aquarium de 120 litres, j'ai toujours les mêmes informations. Elles sont un peu mieux orientées, elles sont plus mises en valeur, les informations, contrairement à tout à l'heure.
Je vais pouvoir ajouter 2 autres poissons, un nacre bleu, il a l'air joli. Et voilà. Et je vais pouvoir gérer aussi le nombre de poissons directement ici. Donc ma V2, elle est faite, j'ai amélioré le parcours utilisateur tout en utilisant la même bibliothèque de composants. Alors aussi, du coup, ce qu'on va aussi faire, c'est mettre en place des outils à la fois pour travailler en tant que designer, mais également pour partager avec le reste de l'équipe. Alors déjà, en tant que designer, on oublie Photoshop, parce que Photoshop, c'est pas ça, on travaille sur du pixel, pas très vectoriel. Et on peut utiliser aussi, donc chez Adobe, ils ont fait Adobe XD, il y a Figma, et il y a plein d'autres choses sur le marché. Et moi, du coup, j'ai décidé de prendre Sketch. À ça, je vais coupler un Zeppelin et un 08 comme outil de partage. Du coup, là, ce qu'on va entamer, c'est les recherches purement graphiques. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est je vais prendre mon Aquacompose et je vais faire un matmap. Je vais voir Aquacompose, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Aquacompose, c'est une application. Ça parle de poissons, ça parle de vivants, de mouvements, de plein de choses. Et toutes ces terminologies que j'identifie, ça va me permettre de faire mes recherches graphiques. Je pars vraiment sur une orientation qui est traduite à travers un moodboard. Voilà. Donc, c'est des recherches graphiques de couleurs, de textures, de formes qui me permettent de m'inspirer et de voir dans quelle direction je pars pour ensuite avoir à peu près une planche de tendance avec des concepts forts, des styles un peu graphiques, une typographie choisie, des couleurs, etc., que je vais pouvoir présenter aux clients, avoir des retours et pour ensuite implémenter. Alors pourquoi faire ça? On parle de faire différence. Ce qui crée de la différence, c'est l'émotion. Donc, quand on a quelque chose qui a un fort impact graphique, on suscite chez l'utilisateur une reconnaissance. Donc, ça lui implique des émotions. Clairement, ma version 1 et même un peu ma version 2, l'émotion que ça suscite, c'est que c'est un back-office ou c'est un site lambda, c'est de l'administration d'aquarium. C'est pas forcément l'émotion qu'on veut mettre sur Aquacompose si on veut se différencier des sites classiques. Ce qu'on veut plutôt, c'est se dire je crée un aquarium, je compose un aquarium. C'est un peu plus magique, c'est du vivant. C'est un peu plus magique que juste une administration d'aquarium. Du coup, avec ces recherches plus mes wireframes, j'ai fait des écrans clés en version du coup mobile first, donc en reprenant ce qu'on avait décidé ensemble, et version desktop. Donc c'est vraiment 2 parcours avec des. C'est pas une conception en prenant un site et en l'étendant, en le rapetissant pour s'adapter aux différentes tailles, mais c'est vraiment des conceptions séparées. Parce l'utilisateur n'a pas la même expérience. Donc là, en fait, c'est vraiment ce qu'il y avait sur papier, c'est intégré dans son outil type Sketch. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a nos écrans qui sont validés par le client, par le reste de l'équipe, sur la faisabilité, etc. Et on va pouvoir, du coup, en extraire notre design system. Première chose, du coup, pour extraire le design system, c'est ne plus penser page par page, mais par composant. En tant que designer, il y en a beaucoup en plus qui viennent du monde du print. Donc, on a vraiment cette idée on fait une page, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, l'objectif, c'est de sortir de ça et de penser comme pense un développeur, donc vraiment un composant par composant. Ce qui matche bien avec nos frameworks actuels, React, Angular, Vue, on fait tous des composants et on fait des composants, ça se traduit dans le code. Et vu que ça se traduit dans le code, il y a un langage commun qui va arriver. Le langage commun entre designer et développeur, quand on va parler de font, on va parler plutôt de typographie. On a vraiment un langage commun qui se retrouvera à la fois dans son fichier Sketch et aussi dans le nom de mes composants. Donc vraiment, on parlera des composants, on parlera des mêmes composants dans la même terminologie. Enfin, ça, si vous connaissez un peu le principe du DDD et le principe d'Ubiquitous Language, ça, c'est juste ça appliqué à la relation développeur-designer. Donc, il y a plein de méthodes pour créer des design systems. Alors moi, celle que j'utilise et que j'aime bien, c'est l'Atomic Design. C'est Brad Frost, le petit monsieur qui est en haut à gauche, qui a... oui, je confonds ma gauche et ma droite. Qui a théorisé ça en 2016. Alors, il part, en fait, l'idée, c'est de partir du plus petit en allant au plus grand avec une métaphore liée aux molécules. Après, pour certaines personnes pour qui la chimie, ça ne parle pas trop, on peut utiliser les Lego aussi ou la musique. Donc, on a les atomes, les molécules, les organismes
les templates et les pages. Alors, le tout début, du coup, de notre atomique, c'est l'atome, le plus petit composant. Et surtout, un composant non fonctionnel. C'est vraiment quelque chose qui est lié à la sémantique, à qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément utiliser une couleur, un nom de couleur. Typiquement, la couleur bleue ici, on ne va pas l'appeler bleu Miami 2, même si c'est le nom de cette couleur. On va plutôt utiliser Primary Light, c'est décorrélé de la couleur, parce que si jamais, par exemple, bleu Miami 2, si j'ai envie que ça devienne un bleu California 3, on ne va pas avoir envie de le renommer partout, donc c'est plus simple de se décorréler du nom de la couleur. La même chose pour les couleurs de Disable, Error, on l'appelle vraiment par ce qu'elle veut dire et pas ce qu'elle est, entre guillemets. On fait la même chose du coup pour les fontes, pour la typographie. Alors, je vais bien nommer mes styles H1, H2, Button, Disable, Texte. Et ce nommage, du coup, je le transmets sur un outil central où on a tout centralisé, tous nos savoirs. Et ça sera la même chose du coup sur le CSS, les mêmes appellations. Le 08, c'est la doc. Et du coup, la doc, moi je vais l'appliquer jusque dans mon code en utilisant les mêmes noms. Petit aparté, ensuite Cécile elle va me livrer les icônes. Et du coup, pour les icônes, on va utiliser le SVG. Pourquoi le SVG? Parce que ça gère le multicolore. On va pouvoir utiliser 2, 3, 4 couleurs sur la même icône. C'est responsive. On va charger uniquement les icônes qui sont nécessaires. Et en plus, ça peut s'animer, une icône en SVG. Tandis que les fonts icônes, c'est monocouleur, ça ne s'anime pas forcément. Donc, il faut arrêter avec les fonts icônes. Il y a des choses en SVG qui s'appellent les SVG Sprite. Donc ça marche tout aussi bien et c'est vraiment mieux. Ce qu'on va aussi avoir dans notre atomique, c'est les animations, transitions. Donc on a créé ensemble. Donc à gauche. L'animation, c'est un SVG. Celle du centre également. Et c'est vraiment des choses qu'on s'est mis côte à côte. On a fait des illustrations, les animés. J'ai même animé moi-même le poisson en SVG. J'ai généré du code. Et tout ça, ça va nous servir pour tout dans toute l'application. Notamment la vague pour tout ce qui est transition. Autre chose qu'on met ensemble en place, c'est une grille. On va se baser sur les mêmes ratios, la même dimension. Alors moi, j'utilise la grille de 8 points. Donc toutes mes dimensions, donc les paddings, les margins, les hauteurs, largeurs, etc., seront sur des multiples de 8. Alors ça permet d'avoir une uniformisation sur toute l'application et aussi pour le responsive, parce qu'on a décidé ensemble qu'un REM égale 16 pixels. Alors, une fois que nous avons du coup nos composants atomiques, ce qu'on va faire, c'est les molécules. Alors, les molécules, c'est des premiers composants fonctionnels. C'est vraiment des choses très simples qui ont une fonction seule, une unique fonction, typiquement un bouton, un input. Donc, c'est un assemblage de plusieurs atomes. Alors, il ne faut pas oublier qu'un site, ça vit, et donc ça a des comportements. Donc, il faut vraiment expliquer quel est le comportement, typiquement, over, qu'est-ce qui se passe. Ça, également, on s'est mis côte à côte, on a fait du pair. C'est ça, on peut faire du pair programming, développeur, designer. Ça marche très bien, la boucle de feedback, elle est super rapide. Donc je teste en live si l'interface, ça lui plaît, si le comportement du bouton est le bon. Et du coup, on a produit une première version de notre bouton qui simule la montée des eaux. Donc on est toujours dans cet univers d'aquarium. Et surtout, en fait, on fait un design system, on fait aussi beaucoup de docs. Donc d'avoir des composants, c'est bien, qu'ils s'animent, c'est mieux. Mais il faut également qu'ils aient des guidelines. Donc moi, je vais exprimer comment je veux qu'ils aussi se comportent par rapport aux autres composants. Quelle sera la marge à respecter, ce qu'on appelle le blanc tournant design, pour que notre composant vive correctement, pour pas qu'il y ait aussi d'erreurs à la manipulation. Donc toutes ces choses-là, je les exprime. Donc avec notamment des schémas comme ça. Ensuite, enfin, on a ce qu'on appelle l'organisme. Donc c'est un mélange de plusieurs molécules et atomes. Donc ça crée des composants fonctionnels un peu plus complexes qui peuvent avoir plusieurs actions. Donc là, on a une carte.
Et enfin, on a la structure HTML. C'est ça. En fait, vu qu'on fait des composants, on va pouvoir respecter le template en fait, que Cécile a dit, le template de page. On va pouvoir faire les layouts grâce à ça et respecter l'HTML. Donc typiquement, dans l'application Aquacompose qui a été designée, on a un header et ensuite on a un composant principal, donc avec la balise main. Donc pour info, j'ai fait ça en React, mais bon, ça peu importe la techno, c'est toujours pareil. Ouais. Et en fait, on parlait de penser composant par composant, mais il faut quand même avoir un endroit où on dit grosso modo à quoi vont ressembler des pages types. Donc j'ai un exemple de plusieurs pages, comment elles se comportent, avec du vrai, pour le coup, des vrais libellés. Et ça va nous permettre d'éviter par la suite de devoir designer toutes les pages. Donc j'aurai mes wireframes à faire de toute façon pour expliquer le fonctionnement, mais il n'aura plus qu'à piocher les différents composants dans la bibliothèque. C'est ça, en fait, le but du design system, c'est de me rendre autonome, même si c'est pas gagné dès le départ, en fait. Et enfin, du coup, quand on pense design system, on pense du coup accessibilité. Donc c'est accessibilité au niveau des composants, de leur structure. Ce qui est beaucoup plus simple de penser accessibilité quand on voit toute une page. C'est plus simple de se focaliser sur des composants, d'investir dans l'accessibilité juste au niveau des composants. Voilà. Et aussi, en fait, l'accessibilité, quand on parle d'accessibilité, souvent aux clients, ils voient ça, c'est le gros chantier qu'on remettra toujours à plus tard, donc à jamais. Mais l'accessibilité, c'est aussi faire des choses très simples. Donc, typiquement, travailler sur les contrastes. Donc, à gauche, vous avez c'est carré blanc sur fond blanc. Donc, ça, c'est très beau dans un musée, je suis fan. Par contre, sur mon site, on ne voit pas. Donc, il y a plein d'outils, notamment les outils de Google le font très bien. Il y a sur les outils Sketch, il y a aussi des plugins qu'on peut installer. Alors, il faut être à minima AA, au mieux 3 en termes d'accessibilité. Ce qui est également, c'est penser au wording. Dans notre design system, on a tout ce qui est visuel, mais ce qu'il faut, c'est qu'avoir une harmonie. Donc, en tant que designeuse, avec d'autres parties prenantes, typiquement responsable, donc quelqu'un du marketing, par exemple, je vais dire que tous mes labels de tous mes boutons vont être à la première personne, va être un verbe à la première personne du singulier. Donc mon utilisateur ne sera jamais perdu. Il va pas passer, il aura vraiment pas l'impression de sortir du site à aucun moment. C'est ça, en fait. Par exemple, tous nos boutons, ce sera ici un verbe avec une action à la première personne du singulier. Donc typiquement, j'ajoute ou j'enregistre ou je supprime mon poisson. Ce sera jamais supprimer, ajouter. Donc c'est vraiment une uniformisation de comment on s'adresse à l'utilisateur. Et ça fait partie du design. Voilà. Et autre chose, le référencement. Alors souvent, le développeur, il se retrouve à remplir toutes ses balises alt, son head et tout seul. Et ça, c'est un vrai travail, le référencement. Et notre design system va permettre justement de spécifier ça. Moi, je vais pouvoir lui dire, pareil avec un spécialiste en référencement, je vais pouvoir lui dire, je veux que toutes les balises alt soient remplies de telle manière pour que ça soit compréhensible et pour que ça remonte du coup chez Google. Donc, on a un design system et on a une doc sur 08. Donc, voici la doc, à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, ici, on voit qu'on doit mettre des caractères insécables avant les unités. Donc, entre l'unité et entre le nombre et l'unité, il y a un espace insécable. Donc moi, personnellement, vu en bon développeur, je n'avais pas lu cette doc initialement. Du coup, je l'ai loupé plein de fois, cet espace insécable, pour information. Du coup, j'ai fait de la recette et je l'ai dit plein de fois. Mais c'est quand même important, il y a la doc, c'est écrit, et j'aurais juste dû le respecter. Donc on voit les différents types de typographie sur cette doc, on voit les fameuses couleurs, et qui sont bien nommées. On a, par exemple... Alors j'ai nommé par exemple mes molécules avec mes fameux boutons, avec comment... Et du coup, ça, c'est un outil qui va être vraiment l'espace de communication principal entre designer et développeur. Voilà. Donc on a ce fameux doc de référence. Alors en fait, on a terminé, mais pas exactement parce qu'un produit, ça évolue avec le temps. Au début, on a dit qu'on avait identifié des features principales, bien sûr. Moi, des features, j'ai plein d'idées. Donc, notre design system va évoluer avec les besoins. Donc, cette doc va évoluer. Pour que ça évolue correctement, on a besoin de garants. Donc, à minima 2 garants, un designer et un développeur pour avoir l'harmonisation tout le temps des deux côtés. Ça ne sert à rien que moi, j'imagine
un composant s'il n'est pas implémenté derrière. Ouais, avec un tool qui s'appelle Design à l'intérieur, je ne suis pas sûr que vous attendiez à de la doc, mais c'est important, la doc. J'insiste. Voilà. Et du coup, ça fonctionne uniquement si toute l'équipe est impliquée. Donc, pour faire vivre cette doc, on a besoin des designers, des développeurs. C'est important de la faire vivre et de la faire valider. Et on dit qu'on a besoin des designers et des développeurs, mais mettre en place un design system, c'est quelque chose qui demande un peu de temps. Même suivant le produit, ça demande beaucoup de temps, même si ce sont des bonnes pratiques. Et ce qui est super important, c'est d'embarquer du coup le sponsor, le décideur, la personne qui a la carte bleue, pour qu'il accepte de donner ce temps. Et finalement, tous les membres du projet, tous les parties prenantes. Et du coup, les implications dans le code. Oui, parce qu'en fait, on fait un design system, donc ça a des implications dans le code. Et la première implication dans le code que l'on peut voir, c'est que vous vous souvenez de mon dossier common là, qui était créé, et du coup, on va pouvoir le renommer design system. Et voilà, c'est fini, on a fait notre design system. Je troll un peu, mais c'est un peu plus... C'est ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de dossier common, on aura fait notre design system, et les composants dans le design system, ils devront être comme des composants, je dirais, normaux, mais encore mieux. Ils doivent être simples, surtout. On n'a pas de composants dans le design system qui font des appels à des API ou des choses comme ça. Ils doivent être le plus simple et le plus décorrélé du métier, le plus décorrélé possible du métier. Ils doivent être flexibles, personnalisables, testés et documentés. Donc j'entends par flexible que les composants du design system, donc par exemple ici j'ai un typographie, donc ça change juste la fonte du texte, je dois pouvoir en fait, en fonction de là où j'utilise mon composant, pouvoir générer le HTML que j'ai envie, en utilisant les composants que j'ai envie. Donc c'est pour ça que ce composant-là, il a une propriété component, et je peux définir H2. Donc c'est-à-dire que là, ce qui sera généré comme HTML, c'est du H2. Donc j'ai fait un composant, certes, mais il est purement flexible. Ensuite, il doit être personnalisable. Il y a plusieurs variantes possibles de la typographie qu'on a définies ensemble avec Cécile, qui sont dans la doc. Donc, par exemple, ici, j'ai toujours dans mon composant, je l'affiche comme un H1, même si côté HTML, pour la sémantique, pour le SEO, vu que pour le SEO, il ne faut pas 2 H1 par page, j'ai mis un H2. Donc ça s'affiche comme un H1, même si c'est un H2. Des composants testés, oui, parce que ces composants ils vont être utilisés vraiment partout dans l'application, donc on a envie qu'ils marchent, et pas seulement sur notre machine. Et on va appliquer un composant, une responsabilité. Donc on aura vraiment des composants qui seront bien découpés. Donc en fait, tout simplement, on va respecter juste l'atomique dans le code. Il ne faut pas avoir peur de faire plein de composants, c'est pas grave. Et on va la documenter. Et ça, c'est une des parties plus importantes, j'insiste encore. Comment on utilise votre composant qui est dans le design system. Le design system, c'est les composants qu'on va utiliser dans toutes nos pages. Donc, du coup, on a besoin qu'ils soient documentés, ne serait-ce que pour accueillir des nouveaux sur le projet, parce que c'est là où ils vont savoir quels composants utiliser. Des fichiers Markdown, ça suffit, mais on peut aussi utiliser quelque chose qui s'appelle Storybook. Ça ressemble à ça. Donc là, on voit mon composant typographie. Donc on voit toutes les différentes variantes. Donc ça nous crée un site Storybook, c'est super. On voit notre bouton ici. Donc le bouton par défaut, il ressemble à ça. Et là, on a notre fameuse petite vague qui a été améliorée. On voit les propriétés qui sont possibles de faire. Donc par exemple ici la progress bar. J'ai les différentes valeurs et les comportements de ma progress bar. Et j'ai enfin une fiche card. Donc là, c'est un poisson qui s'appelle Cécile, qui est designer. Son nom scientifique, c'est Chéchil. Elle aime l'eau qui est de 30 à 35 degrés. Donc je peux en ajouter. Donc c'est une carte qui marche avec mon bouton. On voit ici qu'il y a des actions. Donc quand je clique sur un bouton, on voit ce qui est émis par le composant. Je peux changer les propriétés. Donc, par exemple, si elle n'est pas designer, mais qu'elle passe du bon côté de la force, elle devient dev. Jamais. On voit aussi des tests sur l'accessibilité. Est-ce que le composant est accessible? Donc là, j'ai 9 tests qui ont été automatiquement générés par Storybooks. Franchement, c'est gratuit à mettre en place quasiment. Et il est testé, mes tests Jest y passent. Donc c'est cool. Donc voilà, donc un exemple de doc un peu interactive. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Ne serait-ce qu'un fichier Markdown, c'est déjà bien
dans les composants qui sont dans votre design system. Le tout, c'est d'en avoir au moins un minimum. Bon, on a notre design system, on a quelques composants qui sont faits. Bah maintenant, c'est la version finale de à quoi compose, enfin finale, disons, De maintenant. la version actuelle. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc voilà. Donc là, en fait, on voit qu'on a mis un petit fond. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais on a des petites bulles qui remontent en arrière-plan. On a toujours le même flow qu'avant avec Material Design. On peut toujours rentrer un aquarium de 120 litres. On a notre fameux bouton. On va pouvoir ajouter un poisson, pardon. Donc là, j'ajoute 5 nigros. J'ai rempli l'aquarium à 62%, donc j'ai les mêmes informations. Mais notre site, si on remarque un peu quand même, par rapport à la V1, ça se différencie un peu plus quand même. Donc merci Cécile d'avoir fait un site complètement différent. Et sur cette version du site, là, j'ai plus besoin de matériel parce que j'ai refait tous les composants avec le besoin que j'avais. Alors c'est moins complet que matériel, mais ça correspond à mon besoin. J'ai pas besoin de tout. J'ai besoin juste des petits composants que j'ai utilisés. Donc le moment le plus plaisant dans ce projet, ça a été de faire un npm remove matériel UI. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir fait tous ces composants soi-même et les réutiliser. Donc voilà pour la version de à quoi compose. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une bibliothèque de composants en premier lieu, et ça c'est une bonne pratique, c'est bien. Ça permet d'avancer, de produire de la valeur rapidement, ça suit les principes de l'agilité. Cécile, en parallèle? Moi, j'ai fait des recherches. On a co-créé nos wireframes et ensuite des recherches graphiques. Et ensuite, on a co-construit un design system, co-construit une doc, co-construit des composants pour produire un site fonctionnel et différenciant. Mais du coup, on peut se poser une question. C'est quand est-ce qu'on peut mettre en place un design system? Eh ben, en fait, on met en place un design system tout le temps. Et ce, même si on utilise Material. Mais presque surtout si on utilise Material. Parce que Material a un nombre incalculable de composants. On n'a pas spécialement besoin de tous. Mais il va falloir dire lesquels on en a besoin, dans quel cas, comment ils vivent avec les autres, quel est le wording qu'on utilise. Et finalement, c'est vraiment un truc, quelque chose d'obligé, un passage obligatoire. Et vu que j'ai plein d'idées sur les poissons, parce que je vais avoir des poissons, j'aimerais bien les nommer, faire des applications, mettre des flyers dans les poissons, dans les animaleries, du coup, j'aimerais aller plus loin. Et du coup, faire le design system groupe. Donc en fait, exporter de mon projet le design system pour en faire d'autres choses. Du coup, on va pouvoir, on a Squama, donc c'est écaille en latin, et on va du coup, donc pour tout ce qui est interface numérique, donc des sites, des applications, on peut avoir plein d'idées, il y en a plein. Mais moi, je suis aussi, on a aussi un client, son application, il veut la vendre, donc faire du marketing. Donc, notre design system va vraiment nous servir pour tout type de support, depuis le t-shirt, aux goodies, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas une magnifique affiche 4x3 sur Saint-Lazare. On va pouvoir avoir nos design systems partout et avoir vraiment une identité de marque propre, forte et unique. Parce que c'est le problème entre la première version qu'utilisait Material, j'utilisais le design system, mais pas de mon groupe à moi, du groupe de Google qui s'appelle Material. Donc, en fait, l'émotion et la valeur pour mon entreprise, elle était moindre, parce que, enfin, je n'ai pas d'entreprise, hein, mais est très moindre. J'ai utilisé le design system d'un autre. Le but, c'est de s'approprier un design system et d'en avoir un à soi. Mais attention, petit warning, jamais on commence par faire un design system groupe. C'est un anti-pattern. On ne commence pas par faire un framework pour faire un projet. Non, on fait le projet et puis on extrait les choses qui se factorisent pour en faire un framework potentiellement. Mais jamais on commence par le design system group. On pourrait se perdre et ne pas répondre aux actuels besoins. Donc, petit warning, ne jamais faire un design system group et commencer par ça. Ça ne se fait pas. Ensuite, quand on extrait
Le design system, donc, il appartenait à un projet qui était dans une technologie, donc en React en l'occurrence. Faut penser cross-technologie. On n'a pas envie de enfermer tous les prochains développements dans React, surtout que dans l'univers du web, les frameworks ils bougent, ils sont assez mouvants. Le design system, c'est du design avant tout. Donc c'est une doc, de référence sur le design, peu importe l'implémentation. Quand on extrait le design system, on doit penser un peu cross-technologie. Donc si on fait juste du HTML, CSS et des composants comme ça, ou en vanilla ou interopérable, c'est mieux. Donc, notre dernière étape, c'est l'extraction du design system groupe. Et donc, finalement, la question finale, c'est pourquoi se différencier. Alors, j'aime bien, mais j'aime beaucoup les utilisateurs, leur faire plaisir, répondre à leurs besoins, donc déjà pour eux. Parce que je trouve que c'est triste quand tous les sites se ressemblent. Généralement, on a beaucoup de discussions là-dessus. Ça me rend vraiment triste. Donc la diversité, et pour aussi justement, donc la diversité est indépendante des autres, ne pas ressembler à son voisin. Moi, j'ai pas spécialement envie que tous les sites que je conçois ressemblent à Gmail. Ça, j'ai pas ma valeur. Et finalement, le gros, c'est vraiment pour le business, parce que si on veut que nos utilisateurs reviennent, qu'ils se souviennent de nous, il faut qu'on ait été différents. Et ça, c'est super important. Et ce qui est important aussi, c'est de respecter la doc et de mettre les bons espaces insécables, en l'occurrence pour le point d'interrogation. Voilà. Et le business, pour en revenir au sujet, c'est vraiment important pour le business, parce que dans quel cas, on peut poser la question à l'inverse, dans quel cas on n'a pas besoin d'un site qui se différencie d'un autre. Dans quel cas on a besoin de faire un design système différenciant, donc de ne pas utiliser celui de matériel par exemple. Pour toutes les interfaces vitrines, on a envie d'avoir, quand on présente une marque, on a envie que ce soit l'identité de la marque qui soit présente et pas seule l'identité de la marque de Google ou d'un autre. Ou de Twitter par exemple si on utilise Bootstrap. Pour les interfaces publiques, tout ce qui est B2C en général, c'est quand même mieux d'avoir son design system, d'avoir vraiment une identité à son produit. Et dans quel cas il ne faut pas se différencier, c'est quand on n'a pas le budget, tout simplement aussi. Parce que quand on n'a pas le budget, on essaye de produire de la valeur quand même et d'utiliser ce qui existe ailleurs. Et quand on fait des POC. Donc là, dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin de se différencier. Mais surtout, en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un design system qui répond à son besoin. Donc que ce soit un design system maison ou un design system d'un autre genre Bulma ou matériel. Et même moi, en tant que designer, j'utilise des bibliothèques déjà existantes, notamment de matériel pour faire des POC, pour livrer rapidement justement de la valeur. C'est ça. Moi, je fais l'erreur souvent. Matériel, je trouve ça cool et en plus les librairies elles sont cool à utiliser. Donc j'utilise par défaut chez mes clients. Et en vrai, c'est pas cool parce que je fais souvent des interfaces type back-office et matériel, c'est pas adapté pour les back-office. Et du coup, en fait, je fais galérer Cécile qui arrive en mission après parce que le projet est moche. Donc, en fait, quitte à utiliser un design system, utilisez le bon. Pas forcément celui qui vous plaît techniquement, parce que là, on va toucher l'utilisateur. C'est bien de se faire plaisir, mais il faut être pragmatique. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait pour des utilisateurs finaux. Donc, j'ai beaucoup utilisé le matériel. Je suis désolé pour les autres projets. Donc Bulma, c'est plus adapté par exemple pour les back-office, contrairement à matériel. Merci à vous. Merci beaucoup. Un petit dédicace à Jérémy Passionné et Christophe Adinki qui sont venus pour ce talk. Et si vous aimez les poissons, vous pouvez aller voir sur le site, c'est en ligne, c'est sur GitHub, tout est open source. Ouais. Tout est documenté, on essaiera de faire vivre le projet, faire vivre le design system également. Donc voilà. Puis tu as une grande fierté aussi vis-à-vis de ce projet. Oui, il y a 100% de test coverage jusque... Ouais, mais bon. Le talk n'a pas été accepté à Devoxx, donc je ne peux pas trop en parler normalement. Donc voilà. Merci à vous. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
En termes d'accessibilité, vous avez présenté un outil, mais est-ce qu'il prend tous les cas ou est-ce qu'il faut repasser d'autres outils ou d'autres choses à la volée? Alors, tu parles de Storybook avec les tests. Il fait pas tout, non. Non, il a une version de Storybook qui vient juste de sortir. Donc, il gère pas encore tout. Il y a une roadmap, ça peut toujours s'améliorer. De toute façon, on peut toujours s'améliorer sur l'accessibilité. Donc, ça gère pas tout, mais déjà rien que le fait d'en avoir, c'est pas mal. Ouais. Et ça suffit. Puis même si ça a été pensé en amont, normalement, il n'est pas censé avoir de gros problèmes. Pareil. D'autres questions? Et il faut que ce soit pensé en amont, bien sûr. Oui. Effectivement. Toujours pareil. Donc là, on a vu un outil pour designer, mais donc on va dire que c'est les caractères latins ou l'écriture occidentale. Mais si par exemple on veut que son site soit à la fois en français, en anglais, en chinois et en hébreu, l'hébreu étant une écriture de droite à gauche, il y a des particularités ou est-ce que c'est pris en charge aussi? Alors, quand on parle de site, on va dire responsive, c'est qu'on pense aussi globalement les différents cas. Alors, c'est quelque chose qui doit. Alors, j'aime pas utiliser ça, mais le terme de cahier des charges, ça a un coût à concevoir. Donc, si ça fait partie des besoins liés aux utilisateurs, on va vraiment le penser, le design propre pour répondre à ces besoins-là. C'est pas juste inverser tout, parce que tu penses la navigation différemment. Et puis c'est pas forcément c'est pas forcément adapté à tous les cas de faire un site qui s'adapte en fonction de la langue. Peut-être c'est bien des fois de dupliquer le site. Ça dépend vraiment du cas pour les sites internationaux, parce que ça amène énormément de complexité. Et ça, je crois qu'il y a d'autres talks là-dessus. Merci. Donc là, vous vous êtes placé dans le cas parfait, en fait, où vous aviez le temps et l'argent pour coder vos propres composants custom pour votre design system. Est-ce que dans le cas où on n'a pas ce temps et qu'on veut se contenter de customiser un framework existant, type Material ou Bootstrap, est-ce que c'est quand même faisable d'approcher comment dire, une image de marque comme ça et un design system custom? Alors oui, c'est toujours possible de wrapper les composants, techniquement en tout cas, c'est toujours possible de les wrapper et de les adapter un peu en fonction de son besoin, et c'est ce qu'on fait en fait. On ne fait pas je supprime Material UI d'un coup, ou peu importe, ou Bootstrap, et je refais tout. Non, on fait composant par composant, et on s'en sort petit à petit. C'est très important d'avoir une approche itérative là-dessus, parce que sinon on s'en sort pas, quoi, on n'a jamais l'argent. C'est sur la durée du projet. En fait, on peut voir ça différemment. On peut dire que quand on met matériel ou une bibliothèque de composants en début de projet, on accumule de la dette technique qu'on va résorber tout au long du projet en sortant au fur et à mesure chacun des composants. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, et c'est acceptable de ne pas résorber toute cette dette technique. Et même en fait, tout à l'heure on parlait d'atomes, donc c'est les composants initiaux qui vont faire ton identité de marque, donc tes couleurs, tes fontes, de l'iconographie, ça c'est des choses que tu peux implémenter dans ta bibliothèque de composants sans que ça ait un coût non plus faramineux. Et tu seras déjà un peu différenciant, tu auras déjà une identité de marque. Eh ben, merci à vous. Pas d'autres Merci. questions? Merci à vous.